3 octobre 1952, 7h45. Dans les eaux reculées au large de la côte nord-ouest de l'Australie, le silence n'est rompu que par le clapotis métallique contre la coque de l'HMS Plim. À l'intérieur d'un bunker en béton sur l'île Hermite, un officier de la Royal Navy vérifie une dernière fois une séquence de commutateurs. Il se trouve à exactement 350 mètres d'une frégate de classe River de 1370 tonnes, ancrée calmement dans un lagon peu profond. Lancé en février 1943 pour traquer les U-boats allemands dans l'Atlantique Nord, l'HMS Plim a survécu à la guerre, traversé le globe lors d'un périple de 8 semaines contournant le cap de Bonne-Espérance, pour finir ici. Mais ce matin-là, ces cales ne contiennent ni munitions conventionnelles, ni ravitaillement. Elles transportent une charge que le monde n'a encore jamais vue placée dans le ventre d'un navire, une bombe atomique. À 7h59 et 24 secondes, le détonateur s'active. Ce qui suit dépasse l'entendement des scientifiques qui observent la scène, lunettes de protection solidement fixées, depuis le navire amiral HMS Campania, situé à plusieurs milles de là. L'HMS Plim n'explose pas au sens conventionnel. Elle ne coule pas, elle ne se brise pas en morceaux. Elle cesse simplement d'exister. 1370 tonnes d'acier, de rivets, de moteurs et de canons sont instantanément vaporisés par une température si intense que les témoins décrivent une pluie de métal en fusion tombant du ciel. Une grêle rougeoyante d'un été apocalyptique. Derek Hickman, un ingénieur royal observant depuis l'HMS Zeebrugge, dira plus tard « Il ne restait d'elle que quelques morceaux de métal de la taille d'un poing, tombant comme de la pluie, et la silhouette de la frégate brûlée sur le fond marin. » Ce matin-là, la Grande-Bretagne devient la 3e puissance nucléaire mondiale. Mais ce récit n'est pas celui de l'explosion. C'est celui de 5 années d'une ingénierie extraordinaire, une course contre la montre et l'isolement. Pour comprendre comment des ingénieurs britanniques ont réussi cet exploit technique en partant de presque rien, il faut remonter à un document signé à Québec, au Canada, en août 1943. Lors de cette conférence, Winston Churchill et Franklin Roosevelt avaient scellé un pacte, le développement conjoint de l'arme atomique. Les scientifiques britanniques étaient alors des partenaires à part entière du projet Manhattan. Ils travaillaient à Los Alamos, occupaient des postes clés, et la Grande-Bretagne détenait même un droit de veto formel sur l'utilisation de l'arme par les États-Unis. La fondation théorique même de la bombe, la preuve qu'une masse critique de fission était réalisable, provenait des travaux de 2 physiciens basés à l'université de Birmingham, Otto Frisch et Rudolf Peierls, publiés en mars 1940. En 1945, à la fin des hostilités, Londres est convaincu de son statut de cohéritier de l'ère atomique. La désillusion est brutale. Le 1er août 1946, le président Harry Truman signe le McMahon Act. Sous des dehors de régulation civile, cette loi enterre une clause fatidique. Tout partage d'informations sur les armes nucléaires avec un gouvernement étranger devient un crime fédéral. Du jour au lendemain, le Special Relationship s'effondre. Les années de recherche partagées disparaissent derrière un mur légal. Les membres du Congrès américain, découvrant les termes de l'accord de Québec et le veto britannique, sont furieux. La coopération s'évapore. À Londres, la réponse est une fureur froide et calculée. Le 8 janvier 1947, un sous-comité secret du cabinet, nommé GEN 163, composé de seulement 6 ministres et ne laissant aucune trace publique, prend la décision la plus lourde de conséquences de l'histoire britannique d'après-guerre. Le Royaume-Uni construira sa propre bombe atomique, seul, sans aucune aide américaine, sans accès à un seul document classifié de ses anciens alliés. Le fardeau de cette mission impossible repose sur les épaules d'un homme de 37 ans, William Penney. Ce n'est ni un général médaillé, ni un politicien charismatique. C'est un mathématicien et physicien discret, expert mondial de la physique des ondes de choc. Penney n'est pas un inconnu pour l'atome. Il avait conçu les brise-lames flottants pour le débarquement de Normandie, et le 9 août 1945, il se trouvait à bord d'un avion d'observation au-dessus de Nagasaki.
Cellule scientifique britannique présent, il avait mesuré en temps réel la puissance destructrice du dispositif américain. Il savait exactement ce que la bombe pouvait faire. Désormais, il devait en construire une à partir d'une page blanche. En juin 1947, installé à son bureau de Fort Halstead, un ancien site de recherche de la Royal Artillery dans les collines du Kent, Penney commence à rédiger le document fondateur, Plutonium Weapon General Description. Ce texte décompose chaque défi d'ingénierie, identifie chaque zone d'ombre et établit les bases de ce qui sera le projet High Explosive Research, HER. Le défi est titanesque. Penney opte pour une bombe à implosion au plutonium, similaire à Fat Man. Contrairement à la bombe à l'uranium Little Boy, de type canon, simple mais gourmande en matériaux, la bombe au plutonium exige une précision diabolique. Le plutonium fissionne si vite qu'une simple collision entre deux masses déclencherait une réaction prématurée, détruisant l'engin avant même d'atteindre sa pleine puissance. La solution ? L'implosion. Il faut entourer une sphère de plutonium de lentilles explosives configurées pour focaliser l'onde de choc vers l'intérieur, comprimant le cœur dans un état supercritique avec une symétrie sphérique absolue. Le moindre retard d'allumage d'une fraction de microseconde, la plus petite asymétrie dans la vague de compression, et la bombe fait long feu, dispersant son matériau radioactif sans détonation majeure. Penney et son équipe doivent réinventer ces lentilles explosives, leurs détonateurs et leurs alliages, sans aucune donnée de fabrication américaine, avec des tolérances fixées au 10 millième de pouce. Ils ne cherchent pas l'excellence, ils cherchent la perfection physique, car dans ce domaine, presque parfait signifie un échec total à plusieurs millions de livres sterling. À Fort Halstead, l'équipe de William Penney s'attaque à l'énigme la plus complexe de la physique appliquée, la synchronisation parfaite de l'implosion. Le défi est purement géométrique. Pour comprimer un noyau de plutonium de la taille d'une orange et le transformer en une sphère supercritique, il faut l'entourer de 32 lentilles explosives individuelles. Chaque lentille est un bloc de haute précision, composé de deux types d'explosifs aux vitesses de détonation différentes. Un explosif rapide à l'extérieur et un lent à l'intérieur. L'objectif est de manipuler l'onde de choc comme on courbe la lumière avec du verre, pour transformer une explosion divergente en une onde convergente parfaitement sphérique. Si un seul des 32 détonateurs s'active avec un retard d'une microseconde, ou si la densité de l'explosif varie de 1%, l'onde de choc devient asymétrique. Le plutonium est alors expulsé par les côtés au lieu d'être écrasé, et la bombe ne produit qu'une simple bouffée radioactive sans puissance. Sans les données de Los Alamos, les Britanniques doivent tout tester par eux-mêmes. Ils effectuent des milliers de tirs d'essai à petite échelle, utilisant des caméras à ultra haute vitesse et des jauges de pression de précision pour cartographier le comportement des ondes de choc. Penney utilise ses connaissances sur les vagues océaniques pour modéliser mathématiquement ces collisions d'énergie. C'est dans cet environnement de contraintes extrêmes que l'équipe de Penney introduit une innovation majeure qui surpasse le design américain original de 1945. Le noyau lévité, Levitated Pit. Dans la bombe Fat Man, le cœur de plutonium était en contact direct avec l'enveloppe d'uranium, le tamper, chargé de réfléchir les neutrons. Les ingénieurs britanniques décident d'introduire un vide, un espace d'air calculé au millimètre près, entre le cœur et son enveloppe. L'analogie technique est celle d'un marteau et d'un clou. Un marteau déjà posé sur la tête du clou ne peut pas exercer une force d'impact maximale. En revanche, un marteau qui parcourt une distance dans l'air gagne en énergie cinétique avant de frapper. Cet espace permet à l'onde de choc d'accélérer la couche externe avant qu'elle ne percute le plutonium, augmentant drastiquement la pression de compression. Le résultat est crucial pour une nation aux ressources limitées. On obtient la même puissance explosive avec beaucoup moins de plutonium. C'est un coup de génie d'ingénierie né de la nécessité de compenser une pénurie de matières premières. Mais posséder les plans ne signifie rien sans le combustible. En septembre 1947, sur une bande de terre désolée de la côte de Cumbria, au nord-ouest de l'Angleterre,
La construction de l'usine de Windscale, aujourd'hui Sellafield, commence. Le site est choisi pour sa proximité avec la mer d'Irlande et ses vents dominants, censés emporter toute fuite accidentelle loin des zones habitées. Le projet est dirigé par Christopher Hinton, un ingénieur industriel chevronné qui a passé la guerre à superviser des usines d'explosifs chimiques. Hinton n'a aucune expérience en ingénierie nucléaire, tout comme les 4750 ouvriers et 300 ingénieurs qui s'activent sur le chantier. La Grande-Bretagne est alors en pleine austérité d'après-guerre. Le rationnement alimentaire est toujours en vigueur. Pourtant, le gouvernement détourne des tonnes d'acier, de béton et de graphite pour ce projet vital. On recycle des matériaux de surplus de guerre, on improvise des solutions logistiques là où l'industrie civile est défaillante. C'est une mobilisation de type militaire en temps de paix. C'est durant cette phase de construction qu'un conflit éclate, illustrant le facteur humain derrière la sécurité technique. John Cockcroft, physicien de haut rang et futur prix Nobel, exige que des galeries de filtrage massives soient installées au sommet des 2 cheminées d'évacuation d'air de 125 mètres de haut. Les ingénieurs de Hinton s'y opposent farouchement. Pour eux, ces filtres sont inutiles, ils ajoutent un poids structurel colossal au sommet des tours et coûtent une fortune. Ils les surnomment par dérision les Cockcroft's Follies, les folies de Cockcroft. Cockcroft, obstiné, finit par obtenir gain de cause. Les ouvriers doivent monter des tonnes de matériaux supplémentaires à des hauteurs vertigineuses pour installer ces filtres alors que les piles atomiques sont déjà presque achevées. Ces filtres donneront à la structure sa silhouette bossue caractéristique, un vestige d'une prudence jugée alors excessive. En octobre 1950, la pile numéro 1 de Windscale devient critique. En juin 1951, la pile numéro 2 suit. Le processus est lent et dangereux. On insère des barres d'uranium dans le cœur de graphite pour les irradier, puis on les retire pour en extraire chimiquement le plutonium dans une usine de séparation adjacente. Le 31 mars 1952, le premier lingot de plutonium métallique est enfin produit. Mais un problème surgit immédiatement. Le calendrier de Penny exige que le cœur de la bombe soit prêt pour le 1er août 1952. Windscale, fonctionnant pourtant à pleine capacité, ne peut pas produire assez de matière de qualité militaire à temps. Pour éviter une trop forte concentration de l'isotope plutonium-240, qui risque de provoquer une détonation prématurée, les cycles d'irradiation sont raccourcis, ce qui diminue le rendement par barre. Londres doit alors se tourner vers une aide discrète, le Canada. Grâce au réacteur de Chalk River en Ontario, un complément de plutonium est fourni pour boucler l'assemblage. La bombe, censée prouver l'indépendance totale de la Grande-Bretagne, est en réalité le fruit d'une collaboration transatlantique restée dans l'ombre. Alors que le plutonium est encore en cours de purification, une autre partie du plan se met en marche. Pourquoi tester la bombe dans un navire ? Le gouvernement britannique n'est pas en quête de spectacle, il est hanté par une menace stratégique précise. Que se passerait-il si une puissance hostile, l'URSS, dissimulait une arme atomique dans la cale d'un cargo et la faisait exploser dans un port vital comme Portsmouth ou Liverpool? Les effets de souffle sous-marin, la vaporisation d'une coque en acier et la propagation de la radioactivité dans l'eau de mer sont des inconnues totales. Pour répondre à cette question, il sacrifie l'HMS Plym. À l'île de Foulness, dans le laboratoire X6 de préparation des explosifs, le paquet non nucléaire de la bombe est assemblé. Le 5 juin 1952, cette machine de mort de plusieurs tonnes, sans son cœur radioactif, est délicatement chargée à bord de la frégate. L'opération Hurricane est lancée. La flotte, composée du navire amiral HMS Campania et de 3 navires de débarquement chargés de laboratoires mobiles, entame son voyage de 13 000 km. Mais la géopolitique s'en mêle encore, l'agitation en Égypte bloque le canal de Suez. La flotte doit contourner l'Afrique. 8 semaines de mer supplémentaires dans une chaleur étouffante pour atteindre l'archipel des Montebello avant que la mousson ne rende les tests impossibles. 8 août 1952. L'archipel des Montebello,
un chapelet de calcaire désolé et de broussailles à 130 km des côtes de l'Australie occidentale, émerge de la brume matinale. Pour la flotte britannique, c'est la fin d'un périple harassant, mais le début d'un cauchemar logistique que personne n'avait anticipé. Dès l'arrivée, une erreur d'ingénierie fondamentale est révélée. L'équipe de reconnaissance envoyée un an plus tôt a mal calculé les cycles de marée et la profondeur des récifs coralliens. Le navire amiral HMS Campania, qui transporte le centre de contrôle, les laboratoires et les cerveaux de l'opération, est incapable de franchir la passe du lagon principal. Il doit jeter l'ancre dans le parting pool, un chenal séparé du site de test par des kilomètres d'eau truffée de coraux affleurants. Ce contretemps transforme chaque journée de travail en une épreuve d'endurance. Pour les scientifiques, le trajet entre le navire amiral et l'HMS Plim prend désormais entre 2 et 3 heures par vedette. Les petites embarcations de débarquement en bois, les LCA, voient leurs coques systématiquement déchirées par les récifs tranchants dès qu'elles tentent de naviguer à marée basse. Entre le 10 et le 14 août, une mer démontée paralyse tout mouvement, menaçant de faire dérailler un calendrier déjà chronométré à la minute près. Pour sauver l'opération, Leonard Tite, le directeur technique, prend une décision radicale: abandonner le confort relatif des navires pour installer des camps de tente directement sur les îles. Le site H1, à l'extrémité sud-est de l'île Hermite, devient le système nerveux de l'opération. Les physiciens et ingénieurs y dorment désormais à même le sol, entourés de scorpions et de poussière, pour gagner les précieuses heures de transport perdues en mer. Pendant que les campements s'organisent, l'ingénierie de mesure, la clé de toute l'expérience, commence son déploiement massif. Une explosion nucléaire est un événement trop rapide pour l'œil humain et trop puissant pour les instruments classiques. À H1, on installe des caméras ultra rapides capables de capturer 8000 images par seconde. D'autres postes d'observation sont érigés sur les îles Alpha et Northwest pour filmer la détonation sous 3 angles simultanés. Mais l'innovation la plus audacieuse de William Penney réside dans sa simplicité. Sur l'île Trimouille, directement dans la zone de souffle, l'équipe dispose plus de 200 conteneurs d'essence vide. Ce n'est pas un oubli de chantier. Ces bidons servent de jauge de pression barométrique rudimentaire, mais infaillible. En mesurant l'écrasement précis de chaque bidon après le tir, Penney pourra reconstruire mathématiquement la courbe de pression de l'onde de choc à travers l'archipel. On installe également des sismographes, des calorimètres et des échantillons de matériaux, peinture, tissu, alliage, pour tester la résistance thermique du matériel militaire britannique face au feu atomique. Même la faune et la flore locales sont marquées et répertoriées pour étudier l'absorption des produits de fission. Le 18 septembre 1952, la tension monte d'un cran. Un hydravion Short Sunderland se pose lourdement dans les eaux du lagon. Il transporte la cargaison la plus précieuse et la plus dangereuse de l'histoire du Commonwealth, le cœur de plutonium et l'initiateur de neutrons en polonium-beryllium. Ces composants sont immédiatement transférés dans un laboratoire temporaire sur l'île, où l'humidité et la chaleur extrême de l'Australie deviennent des ennemis techniques. La sueur des ingénieurs menace de corroder les surfaces de contact usinées au micron. Chaque manipulation est un balai de précision, où la moindre erreur de manipulation pourrait provoquer une criticité accidentelle. Le 19 septembre, une répétition générale complète est effectuée. Pour la première fois, la bombe Hurricane est assemblée dans sa totalité, sans son cœur actif, à l'intérieur de l'HMS Plim. L'engin est suspendu dans la coque, exactement à 2,7 mètres sous la ligne de flottaison. Ce chiffre n'est pas aléatoire, c'est la profondeur moyenne estimée de la cale d'un navire de commerce moderne. L'équipe vérifie les circuits de tir. Il ne s'agit pas de simples interrupteurs, mais d'une électronique complexe conçue pour délivrer une décharge haute tension simultanée à 32 détonateurs avec une marge d'erreur inférieure à la microseconde. William Penney arrive sur place le 22 septembre par avion pour superviser les derniers réglages. À la fin du mois, tout est prêt. Mais un dernier acteur imprévisible entre en scène, la météo. Pour un test nucléaire dans un lagon, le vent n'est pas une question de confort, c'est une question de survie.
Une inversion atmosphérique ou un changement de direction vers le continent australien transformerait le test en une catastrophe humanitaire et politique. Penney, penché sur les cartes météorologiques, attend l'ouverture. Le 2 octobre, les rapports indiquent une stabilisation des vents soufflant vers le large. Penney ferme son dossier et donne l'ordre. Le tir aura lieu demain à l'aube. La flotte commence son évacuation vers la zone de sécurité en haute mer, laissant l'HMS Plim seul dans son lagon, portant en elle le destin nucléaire de la Grande-Bretagne. 3 octobre 1952. À 7h45 précise, le temps semble se figer sur l'archipel des Montebello. Dans la salle de contrôle de l'île Hermite, l'air est saturé d'une électricité statique, celle de l'angoisse technique. Les ingénieurs, qui ont passé 5 ans à courir après des ombres et des équations volées aux Américains, s'apprêtent à presser l'interrupteur final. Le dispositif Hurricane n'est plus une théorie griffonnée sur un carnet de notes à Fort Alstead. C'est une réalité physique de plusieurs tonnes, tapie dans la coque de l'HMS Plim, à seulement 350 mètres de là. Le navire amiral HMS Campania et le reste de la flotte se sont retirés à une distance de sécurité calculée selon les modèles de William Penney. À bord, le silence est absolu. Les haut-parleurs crachotent les dernières secondes du décompte. Les hommes portent des lunettes de protection si sombres qu'ils ne voient même pas leurs propres mains. À 7h59 et 24 secondes, l'impulsion électrique quitte le bunker de contrôle. Ce qui se passe dans la microseconde suivante est un triomphe de l'ingénierie de précision. Le courant atteint les 32 détonateurs simultanément. Pour obtenir une implosion réussie, la marge d'erreur est de moins d'une microseconde, le temps qu'il faut à la lumière pour parcourir 300 mètres. Les lentilles explosives, façonnées avec une tolérance de 1 sur 10 000 de pouces, s'activent. L'onde de choc convergente se proforme, s'accélère à travers le vide du noyau lévité et percute le cœur de plutonium avec la force d'un marteau divin. La densité du métal augmente instantanément, le portant à un état supercritique. Les neutrons, multipliés par l'initiateur au polonium-beryllium, déclenchent la réaction en chaîne. La fission commence. Ce que les observateurs voient d'abord n'est pas une explosion, mais une naissance. Un flash d'une blancheur insoutenable, plus brillant que 1000 soleils, déchire l'aube australienne. Pendant une fraction de seconde, les rayons X et gamma émis par la réaction ionisent l'air environnant, créant une sphère de plasma. À cet instant précis, la température au cœur de l'HMS Plim atteint 1 million de degrés Celsius. La physique change de paradigme. La frégate de 1370 tonnes ne brûle pas. Elle ne fond pas. Elle subit une transition de phase instantanée, du solide vers le gaz. L'acier des machines, le cuivre des câbles, les rivets, les canons de 4 pouces, tout est vaporisé. La matière qui constituait le navire devient une partie intégrante de la boule de feu. L'onde de choc atmosphérique frappe ensuite la flotte d'observation avec la violence d'un impact physique, faisant vibrer les coques d'acier des navires de la Royal Navy à des kilomètres de distance. Une colonne colossale d'eau, de vapeur et de débris radioactifs s'élève du lagon, montant à plus de 3000 mètres d'altitude. Mais c'est le spectacle qui suit qui glace le sang des ingénieurs. Au lieu d'une fumée blanche classique, le nuage prend une teinte brun foncé, presque noire, une forme de chou-fleur sinistre qui s'étale horizontalement sous l'effet d'une couche d'inversion atmosphérique. Derek Hickman, un ingénieur royal posté sur l'HMS Zeebrugge, décrira une scène surréaliste. Des particules de métal en fusion retombant du ciel comme une grêle rougeoyante au milieu d'un été austral. Ce sont les restes atomisés de l'HMS Plim qui pleuvent sur l'océan. Lorsque le rugissement de l'explosion finit par s'atténuer, le paysage a radicalement changé. L'HMS Plim a tout simplement disparu. À l'endroit exact où elle flottait quelques secondes plus tôt, il n'y a plus qu'une eau bouillonnante et une nappe de substances noires et gluantes qui commence à dériver vers les rivages de l'île Trimouille.
Les équipes de relevés radiologiques, vêtues de combinaisons de protection blanche et de masques à gaz, s'élancent immédiatement dans des vedettes légères pour collecter les premières données. Ce qu'ils découvrent dépasse les prévisions les plus sombres de Penney. Le fond marin, à 12 mètres de profondeur, a été littéralement poinçonné. Un cratère de 300 mètres de large et de 6 mètres de profondeur a été creusé dans le socle rocheux et le corail par la seule force de la détonation sous-marine. L'analyse technique immédiate révèle que la bombe a fonctionné avec une efficacité redoutable. Le rendement est estimé à 25 kilotonnes de TNT, soit plus que la bombe de Nagasaki. Mais le véritable choc vient des mesures de contamination. Parce que l'engin a explosé à l'intérieur d'une coque de navire et à faible profondeur, la quantité de débris radioactifs pulvérisés est phénoménale. L'acier vaporisé du navire s'est combiné aux produits de fission pour créer une poussière hautement radioactive qui sature l'air et l'eau. Les instruments de mesure disposés sur les îles sont pour la plupart détruits, mais ceux qui ont survécu indiquent des niveaux de radiation qui rendent toute présence humaine prolongée impossible. Pour William Penney et ses ingénieurs, c'est le moment de vérité. Ils ont prouvé que la Grande-Bretagne peut concevoir, construire et tester une arme nucléaire complexe sans l'aide des États-Unis. Ils ont résolu l'énigme de l'implosion, maîtrisé la métallurgie du plutonium et orchestré une opération logistique à l'autre bout du monde avec des ressources de fortune. Mais alors que le nuage brun s'éloigne lentement vers le large, une ombre plane sur leur triomphe. Les rapports qui parviennent par radio depuis les États-Unis annoncent que les Américains sont sur le point de tester quelque chose de bien plus puissant, la bombe à hydrogène. En une seule journée, la Grande-Bretagne est devenue une puissance nucléaire, mais elle découvre déjà qu'elle a un train de retard dans une course qui ne s'arrêtera jamais. L'ingéniosité humaine a vaincu l'impossible technique, mais elle a aussi ouvert une boîte de Pandore dont les conséquences environnementales allaient marquer l'archipel pour les siècles à venir. Les ingénieurs se tournent alors vers les restes du site, réalisant que le plus grand défi n'était peut-être pas de faire exploser la bombe, mais de vivre avec ses conséquences dans un monde qui vient de changer de dimension. Le test Hurricane n'était pas une fin, mais le point de départ d'une nouvelle réalité stratégique pour la Grande-Bretagne. Alors que les échos de l'explosion s'atténuaient dans le lagon des Montebello, les ingénieurs et les stratèges commençaient à dépouiller les données qui allaient redéfinir la défense du Royaume-Uni. La première conclusion, et la plus terrifiante, concernait la menace portuaire. Les mesures effectuées sur l'île Trimouille et sur les restes de l'HMS Plim confirmaient qu'une bombe atomique détonée dans une cale de navire à faible profondeur était à bien des égards plus dévastatrice qu'une explosion aérienne classique. La combinaison de l'eau de mer, de l'acier vaporisé de la coque et des produits de fission créait une boue radioactive lourde, une substance visqueuse qui s'insinuait partout, contaminant les infrastructures portuaires de manière quasi permanente. Ce constat a immédiatement bouleversé les plans de la protection civile britannique. Le danger n'était plus seulement le souffle, mais une pluie noire capable de paralyser les poumons économiques du pays comme Liverpool ou Portsmouth. Mais l'objectif ultime de William Penney était de transformer cette expérience scientifique en une arme déployable. Le dispositif testé au Montebello est devenu l'ancêtre direct de la première arme nucléaire opérationnelle britannique, la bombe Blue Danube. Entrée en service au sein de la Royal Air Force en novembre 1953, seulement 13 mois après l'opération Hurricane, elle incarnait tout le savoir-faire acquis à Fort Alstead. La Blue Danube reprenait exactement le système d'implosion à 32 lentilles de 60 pouces et le design du noyau lévité validé dans le lagon. Ses spécifications techniques étaient impressionnantes pour l'époque, 7,3 mètres de longueur, 1,5 mètre de diamètre et un poids total de 4500 kg. Pour transporter ce mastodonte d'acier et d'explosifs, la Grande-Bretagne a dû développer sa célèbre force de frappe V-Bomber, les bombardiers Valiant, Victor et Vulcan, capables de délivrer cette charge à haute altitude et à des vitesses subsoniques. Cependant, un retournement de situation géopolitique brutal attendait les Britanniques à leur retour.
Le 1er novembre 1952, à peine 4 semaines après que Penny ait vaporisé l'HMS Plym, les États-Unis faisaient exploser Ivy Mike sur l'atoll d'Eniwetok dans le Pacifique. C'était la première bombe thermonucléaire, ou bombe H. Sa puissance était de 10,4 mégatonnes, soit 400 fois la puissance de la bombe britannique. En un instant, l'exploit d'ingénierie de Penny, bien que brillant, se retrouvait techniquement dépassé de 6 ans. La technologie de fission pure que la Grande-Bretagne venait de maîtriser au prix d'efforts colossaux et d'un isolement diplomatique total était déjà reléguée au second plan par la fusion nucléaire. Pire encore, l'administration américaine, désormais en possession d'une puissance de destruction quasi illimitée, voyait encore moins de raisons de reprendre la coopération nucléaire avec l'ombre. La Grande-Bretagne avait rejoint le club nucléaire par la grande porte, mais elle découvrait que les règles du jeu venaient de changer radicalement. Pourtant, c'est dans l'un des échecs de conception de l'époque que se cache l'une des plus grandes leçons d'ingénierie pour l'avenir. On se souvient des Cockcroft's Follies, ces filtres coûteux et jugés inutiles, installés au sommet des cheminées de Windscale sur l'insistance du physicien John Cockcroft. 5 ans plus tard, le 10 octobre 1957, le pire accident nucléaire de l'histoire britannique se produit. La pile numéro 1 de Windscale prend feu lors d'une opération de maintenance sur l'énergie Wigner du graphite. Pendant 3 jours, le cœur de l'uranium brûle, libérant des quantités massives de produits de fission dans l'atmosphère. C'est à cet instant précis que la vision de Cockcroft a sauvé le pays. Les filtres, tant moqués par les ingénieurs de construction, capturent environ 95% des particules radioactives, notamment l'iode 131 et le césium 137. Sans ces folies, la contamination aurait balayé tout le nord de l'Angleterre et atteint Londres, provoquant une catastrophe sanitaire sans précédent. L'ingénierie n'est pas seulement l'art de faire fonctionner les choses, c'est aussi l'art de prévoir ce qui se passera quand elles échoueront. Le legs de l'opération Hurricane est toujours palpable aujourd'hui, et pas seulement dans les archives déclassifiées. En juin 2025, une étude scientifique rigoureuse publiée dans le journal Marine Pollution Bulletin a jeté une lumière nouvelle sur les conséquences à long terme du test. Grâce à des techniques de spectrométrie de masse de pointe, les chercheurs ont analysé les sédiments marins autour des îles Montebello. Les résultats sont sans appel. Les concentrations de plutonium dans les eaux du lagon sont entre 4 et 4500 fois supérieures au niveau naturel de la côte ouest australienne. L'empreinte isotopique de ce matériau correspond exactement à la signature de la bombe de Penny. L'HMS Plym a disparu physiquement il y a plus de 73 ans, mais sa structure atomique est toujours inscrite dans le sol marin, un spectre chimique qui refuse de s'effacer. L'histoire de l'opération Hurricane est celle d'un triomphe de la volonté technique sur l'adversité.